Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que ceux qui sont en vacances en profitent et que ceux qui en reviennent ont fait le plein d'énergie. Moi c'est Kadi, j'aimerais vous parler d'une affaire qui m'a bien foutu le cafard. Sincèrement, je trouve qu'il n'y a rien qui va dans cette histoire, mais allons ensemble découvrir ou redécouvrir pour certains la terrible histoire de Victoria Martins, une petite fille massacrée le jour de son 10e anniversaire. Je vous laisse vous installer et on se rejoint tout de suite après. Août 2016. Michelle Martins est une femme de 35 ans, mère célibataire de 2 enfants, Victoria, 9 ans, et Matthew, 7 ans. Les Martins habitent à Albuquerque, c'est une ville du Nouveau-Mexique, dans un complexe d'appartements situé à l'ouest de la ville. Ces 2 enfants n'ont pas le même père. Le père biologique de Victoria, qu'elle n'a jamais connu, serait selon Michelle un certain Kyle. Quant au père de Matthew, Jason, il entrera dans la vie de Michelle et de Victoria alors que celle-ci n'a que 3 mois. C'est donc lui qui sera la figure paternelle de la gamine de ses 3 mois à ses 8 ans, puisque c'est en 2014 que le couple se sépare. Donc après la séparation, Matthew reste vivre avec sa mère et sa sœur, mais il rend visite régulièrement à son père. Depuis quelques mois, Michelle, elle, travaille dans une charcuterie pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et au dire de ses parents, Pat et John, et de ses proches d'ailleurs, Michelle est une femme aimante envers ses enfants. Elle est très proche de ses parents, et encore plus de sa mère, qu'elle considère comme son amie et sa confidente. Malheureusement, pour ce qui est de sa vie sentimentale, Michelle ne semble pas savoir faire les bons choix. Et début 2016, elle va s'enticher de David Hernandez, mais quand vous connaîtrez son passé douteux, vous comprendrez que ce n'est absolument pas le genre d'homme à qui on devrait faire de la place dans sa vie, et encore moins quand on a des enfants. C'est vrai qu'on ne sait pas si Michelle connaissait ces informations avant de lui ouvrir la porte de son appartement, mais quoi qu'il en soit, elle l'a fait. Ce tristement célèbre David Hernandez est un homme au casier judiciaire plus long que mes 2 bras, et pour des faits gravissimes. Il a été accusé à plusieurs reprises, et par différentes personnes, notamment dans son entourage proche, d'abus sexuels sur enfants quand même. Et en 2016, il va jusqu'à tenter d'enlever une petite fille de 4 ans en pleine rue sur un parking. Il sera poursuivi par la mère et des agents de sécu. Il relâchera finalement l'enfant et sera appréhendé par la police. Mais j'ai lu que les charges avaient été abandonnées contre lui. Et ce qui m'a laissé perplexe. Qu'est-ce qui fait qu'un homme soupçonné d'avoir fait du mal à des enfants, mais qui en plus, en présence de témoins tente un kidnapping, puisse gambader librement en 2016 ? Je ne comprends pas. Donc en 2016, c'est cet homme, grand prédateur sexuel, que Michelle invite chez elle. La cohabitation va durer 5 mois. 5 mois au cours desquels elle fera régulièrement appel au service de protection de l'enfance. Là-bas, ils l'appellent le CYFD pour Children, Youth and Families Department. Depuis sa naissance, Victoria est connue pour être une enfant solaire, heureuse et extravertie. Elle s'est toujours fait beaucoup d'amis à l'école. C'est une élève très appréciée de ses enseignants. Victoria aime tout particulièrement la gym, la natation. Elle est également très proche de sa famille, qu'elle aime plus que tout. Elle passe beaucoup de temps avec ses grands-parents aussi, qui lui vouent un amour inconditionnel. Mais depuis quelque temps, ils ont remarqué un changement, sans pour autant savoir précisément ce qu'elle essaie de cacher, ou plutôt ce qu'elle n'arrive pas à dire. Donc Michelle a fait appel au CYFD, mais on ne sait pas exactement ce qu'elle déclarait, sauf la dernière fois, car Victoria a enfin parlé. Elle a dit à Michelle que David Hernandez avait essayé de l'embrasser, et c'est après cet épisode que Michelle se décide enfin à virer Hernandez de chez elle. Le CYFD a transféré donc la déclaration de Michelle à la police, qui a jugé bon de ne pas creuser plus en profondeur, sous prétexte que tenter d'embrasser n'est pas un délit en soi. Je vous l'avais dit, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Peu de temps après, Michelle se connecte à un site de rencontre qui s'appelle Plenty of Fish.
C'est un site qui vous propose des profils à proximité. Donc Michelle, elle le connaît déjà, elle a l'habitude, elle a déjà fait des rencontres par ce biais. Et cette fois, c'est sur Fabienne Gonzalez, 31 ans, qu'elle va tomber. Donc ils vont échanger, sympathiser et ils vont décider de se rencontrer. On est à ce moment-là en juillet 2016. C'est un peu plus d'un mois après sa rupture avec David Hernandez. Et je le précise non pas pour critiquer le fait qu'elle essaye de vivre une nouvelle histoire si peu de temps après la précédente. Non, je n'ai vraiment aucun souci avec ça. Mais ce que j'ai beaucoup de mal à concevoir, c'est que Michelle, encore une fois, invite Fabienne à s'installer chez elle. Et oui, vous avez bien entendu, Michelle invite un homme qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève à vivre dans l'intimité de ses enfants, en réalité. Pat et John, les parents de Michelle, remarquent un changement significatif chez leur fille dès l'instant où elle se met avec Gonzalez. Ils la trouvent très mystérieuse à son sujet, presque fuyante. Il faut savoir que Fabienne n'a rien du gendre ni du beau-père idéal, lui aussi a son passé, et lui aussi est connu des services de police. Pour violence conjugale sur son ancienne petite amie, mais aussi à cause de sa consommation de méthamphétamine. Je vous fais une courte définition. C'est une drogue de synthèse extrêmement addictive. C'est un stimulant puissant dont l'effet peut durer jusqu'à 12 heures selon la manière dont on l'utilise. Elle est vendue sous forme de cristaux, de poudre, de gélules ou de comprimés. Et enfin, les consommateurs soit l'inhalent, la sniffent, l'ingèrent ou se l'injectent. Il sera donc inculpé pour violence sur adultes et enfants, et je n'ai pas plus de détails par rapport à l'enfant, conduite en état d'ivresse, refus de coopérer lors de son arrestation, pour n'être condamné au final, donc 1 an après, qu'à 2 ans de probation supervisée. C'est très peu. Pourtant, Gonzalez n'apprend rien de ses erreurs. Il continue de consommer avec constance et application, tout en fricotant et en faisant affaire avec des personnes appartenant à des gangs. Donc, Fabienne Gonzalez emménage chez Michelle et très vite, il prend ses aises, invitant des amis ou des potes de galère pour fabriquer et consommer leur meth. On peut dire que le logement s'est vite transformé en squat pour leurs longues journées et soirées défonce avec 2 enfants habitant le même endroit. Sans grande surprise, Michelle, sous l'influence de Gonzalez, commence elle aussi à consommer et devient très vite fan de meth. Les jours passent, les mauvaises habitudes prennent de plus en plus de place. Michelle s'enfonce doucement mais sûrement, passant beaucoup de temps avec Fabienne Gonzalez, tous deux à la recherche perpétuelle du trip, de l'extase et de l'euphorie. Quand on pense que quelques temps en arrière, Michelle avait fait des tests anti-drogue pour pouvoir être embauchée dans la charcuterie dans laquelle elle travaille, elle était clean à cette époque. Et en un rien de temps, elle a basculé de l'autre côté. Au mois d'août 2016, la cousine de Gonzalez, Jessica Cayley, 31 ans, sort de prison. Elle y a passé une dizaine d'années pour trafic de drogue, mais aussi pour complicité dans un plan pour commettre un viol. Et je n'ai pas trouvé de détails à ce sujet. Tout comme son cousin, c'est une accro à la meth, et ils reprennent contact. Jessica lui rend visite chez Michelle, et c'est tout naturellement qu'il lui propose de les rejoindre en échange d'une participation financière d'un montant de $50. Michelle n'est même pas consultée. À quoi bon? Gonzalez, il sait pertinemment qu'il fait ce qu'il veut d'elle et qu'il fait ce qu'il veut dans cet appartement. C'est ainsi que le 15 août, Jessica pose ses valises chez les Martins. On est à 1 semaine de l'anniversaire de Victoria, qui aura bientôt 10 ans, mais aussi à 1 semaine d'un drame qui va pulvériser une vie et détruire une famille. « 23 août 2016, c'est l'anniversaire de Victoria. Cet après-midi-là, ses grands-parents l'appellent pour le l'UCT et la petite fille, toute heureuse, leur raconte le magnifique goûter d'anniversaire qu'elle a eu en son honneur à l'école. Mais ce sera la dernière fois qu'ils entendront sa voix. Dans la nuit du 23 au 24, à 4h30, la police intervient dans le complexe d'appartements. Ils ont été appelés par les voisins, réveillés par Michelle et Gonzalez, paniqués, qui tambourinaient à leur porte, les suppliant d'appeler la police car Jessica les avait agressés au fer à repasser.
Michel avait une entaille profonde au niveau du front et González un œil au beurre noir. En entendant la police approcher, Jessica, restée à l'intérieur, se rue sur la porte pour la fermer à clé. Elle se dirige ensuite vers le balcon situé au 2e étage, enjambe la balustrade et saute. Résultat, elle se fracture la cheville à l'atterrissage et se voit donc stoppée dans sa lamentable tentative de fuite. Une fois les 3 colocataires réunis, la police pénètre dans l'appartement. Immédiatement, une fumée émanant de la salle de bain est détectée. Ne présageant rien de bon, ils la suivent puis ouvrent la porte. À partir de cet instant, la scène à laquelle ils assistent, impuissants, va marquer la mémoire d'Albuquerque au fer rouge. Une scène d'une monstruosité sans précédent. Une partie de Victoria gît dans la baignoire. Son corps a littéralement été démembré, fracturé au niveau de la colonne vertébrale, puis découpé de sorte que les organes soient exposés. Certains membres ont été enveloppés dans une couverture, déposés dans la baignoire, puis embrasés. C'est de là que provient la fumée, une action avortée pour les réduire en cendres. Ses bras, son cœur et d'autres organes ont été dispatchés dans des sacs poubelles et déposés à différents endroits de l'appartement. Évidemment, Michel, González et Jessica sont immédiatement menottés et conduits au poste où ils subiront des interrogatoires durant des heures. Les 3 suspects vont avoir des versions différentes et je vais commencer par González. González, sa défense, c'est de dire qu'il n'était pas sur les lieux au moment du crime et qu'il n'a ni violé ni tué Victoria, en gros. Quant à Jessica Kelly, elle dit qu'elle et Victoria étaient seules ce soir-là et qu'à un moment, il y a un homme qui a sonné à la porte. Il voulait parler à González. Quand elle lui a dit qu'il n'était pas là, l'homme se serait énervé. Et pour faire passer un message, une sorte d'avertissement à González, il aurait étranglé Victoria avant de s'en aller. Jessica dira que c'est une histoire de gang ou de drogue. Quant à Michel, elle donnera une version assez particulière des événements et c'est sur cette version que les enquêteurs vont s'appuyer dès le début. Certainement parce qu'ils pensent qu'une mère qui vient de perdre son enfant ne peut que dire la vérité, je sais pas. Mais c'est mal connaître Michel. Selon elle, González et Jessica ont fait prendre de la méthamphétamine à Victoria pour la détendre et qu'ils l'ont ensuite violée puis tuée. Elle dit qu'elle a assisté au viol, au massacre et au démembrement sans broncher, non par peur mais par amusement et excitation. Elle poursuit en disant avoir déjà fait venir par le passé des hommes pour s'adonner à leur penchant pédophile sur sa fille. Elle précise enfin qu'elle ne mettait pas Victoria à disposition pour l'argent, mais uniquement parce qu'elle aimait regarder ça. Et c'est cette version de Michel qui a été prise en compte et jugée véridique par les policiers et l'opinion publique. L'autopsie faite à ce moment indique qu'il y a eu agression sexuelle, mais vous verrez que ça va évoluer par la suite. Donc les 3 personnes sont entre autres accusées de meurtre au 1er degré, de maltraitance sur enfant, de falsification de preuves et d'abus sexuels sur enfants de moins de 13 ans. Ils plaideront non coupables. Nous sommes maintenant en 2018 et après plus d'1 an et demi d'enquête, d'analyse en tout genre, de contrôle de données de géolocalisation, de tests ADN et de vérification quant aux conclusions de l'autopsie initiale, le procureur Torres déclare que la version de Michel n'est plus recevable parce qu'ils ont désormais des preuves qui mettent en lumière ses incohérences et ses mensonges. En effet, une MST a été découverte sur Victoria, résultant d'abus dont elle a été victime par le passé. Alors David, Fabienne ou David, on ne sait pas trop. L'ADN de González n'a pas été retrouvé sur le corps de la petite, elle n'a pas été agressée sexuellement le jour du crime. On apprend aussi qu'elle a été tuée entre 19h15 et 20h45 ce 23 août 2016. D'après les données de géolocalisation téléphonique, Michel et González ont fait de multiples va-et-vient tout au long de la journée. À l'heure du crime, ils bornent à un autre endroit, ce qui prouve qu'ils ne pouvaient se trouver dans l'appartement. Aussi, un ADN partiel a été retrouvé sur le dos de Victoria, de la salive, ainsi qu'un peu de peau sous ses ongles. Il s'agit de cet inconnu dont Jessica parlait, mais malheureusement, il n'est pas encore identifié.
Selon les conclusions du bureau du procureur, au retour de Michel et Gonzalez, Victoria était morte. Jessica n'en aurait informé que son cousin, qui aurait exigé que Michel reste dans la chambre et n'en sorte pas jusqu'à ce qu'il l'y rejoigne. Ensuite, les deux cousins auraient procédé au démembrement du corps sans que Michel ne réalise quoi que ce soit. Une fois fait, Gonzalez a rejoint Michel, ils se sont couchés et peu de temps après, Jessica les a attaqués au fer à repasser. Et de là, ils vont se ruer chez les voisins pour demander à ce qu'on appelle la police. Alors évidemment, toutes ces informations ont déboussolé pas mal de monde, puisque cela faisait pratiquement 2 ans que tous croyaient en une version, qu'ils pensaient en gros que tous les coupables étaient réunis, chacun à leur niveau, et qu'il n'y avait donc plus de zone d'ombre. La justice et l'opinion publique sont perplexes. Ils ne comprennent pas pourquoi Michel, à aucun moment, n'est revenu sur ses déclarations. Pourquoi elle a inventé sa présence dans l'appartement. Pourquoi elle a parlé de viol et pourquoi elle a parlé d'injection de meth, quand les analyses prouvent que Victoria n'a pas de drogue dans l'organisme. Voilà, tout ça, ils ne comprennent pas et beaucoup pointeront du doigt les agents qui ont pris sa déposition, pensant qu'il lui aurait peut-être soufflé les réponses à donner, les réponses qui satisfaisaient au mieux leur théorie sur le déroulé du drame. Après toutes ces révélations, Michel accepte un deal avec la justice. Elle plaide coupable pour maltraitance envers enfant ayant entraîné la mort et ne risque qu'entre 12 à 15 ans d'emprisonnement. On en saura plus sur sa peine après les conclusions du procès de Gonzalez. Les accusations de viol envers Jessica sont abandonnées. Elle accepte un accord de plaidoyer et plaide sans conteste, ce qui signifie qu'elle ne reconnaît pas les faits reprochés, mais qu'elle accepte la peine d'emprisonnement. Elle s'engage aussi à témoigner contre son cousin. Elle sera finalement condamnée à 50 ans d'emprisonnement, dont 6 avec sursis. Elle devrait avoir 81 ans à sa sortie. Quant à Gonzalez, les charges pour meurtre et viol ont été abandonnées. Il n'a pas accepté de plaidoyer et souhaite aller jusqu'au procès. Coup de théâtre, en novembre 2019, il est libéré et assigné à résidence dans l'attente de son procès. Le procureur adjoint a bien tenté de faire annuler cette décision, malheureusement sans succès. Il y a eu aussi plusieurs reports de date dus au Covid, mais son procès a enfin pu commencer ce mercredi 13 juillet et il devrait durer 3 semaines. Pour finir, John et Pat, les grands-parents de Victoria, ont intenté un procès en 2017 contre la ville. Ils tenaient pour responsables les services sociaux qui n'ont pas été assez réactifs et ils leur reprochent de ne pas être intervenus dès le premier signalement de Michel. J'ai essayé de faire un lien avec l'histoire Gonzalez-Kelly et c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé. Parce qu'au moment de ces signalements, Michel était bien en couple avec un homme abject, mais ce n'était pas Fabienne, c'était David Hernandez. Donc la seule explication que je vois, c'est que peut-être à l'époque, si les services sociaux avaient fait leur travail comme il faut, ils auraient peut-être retiré, même temporairement, la garde de Victoria à Michel et ils auraient placé Victoria chez ses grands-parents. Et là, effectivement, on aurait pu éviter le drame. Je pense que c'était ce que voulaient faire comprendre les grands-parents. Le procès sera rejeté en 2021 et Victoria reste dans le cœur des habitants d'Albuquerque qui lui rendent hommage à de nombreuses occasions. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère vous retrouver très prochainement pour une autre histoire. En attendant, je vous invite tous à laisser votre avis en commentaire. Et Gaëlle, j'ai besoin de ton point de vue sur cette affaire. Explique-moi comment tu vois les choses et je te lirai avec beaucoup d'attention.
Moi, je suis frustrée. Hein. Oui, je suis frustrée et j'ai besoin de déverser un peu de cette frustration sur vous. Donc, je vais peut-être être un peu dans le jugement. Oui, c'est vrai. Et peut-être que je n'aurai pas un avis très objectif. Oui, c'est possible, mais c'est un avis personnel et ne le prenez pas mal. Donc, Michel, j'ai beaucoup de mal avec elle et moi, je vais me concentrer sur elle parce que j'estime que c'est la faille qui a fait que Victoria vive tous les malheurs qu'elle a vécus. Elle était censée être sa protectrice et au final, elle n'a pas vraiment joué le rôle du bouclier. Je ne remets pas en question l'amour que ses proches disent qu'elle portait à ses enfants, mais je pense qu'à un moment, elle a baissé les bras et qu'elle a pensé qu'à elle. Elle a pensé à son bien-être avant de penser à la sécurité de ses enfants. Parce que concrètement, je suis mère célibataire, donc comme elle, et en tant que mère célibataire, on a tendance à être un peu même surprotectrice, vous comprenez? On essaye d'anticiper tous les dangers. Bon, les mères mariées aussi hein, le font, mais nous, en tant que mère célibataire, je dirais qu'on est un peu plus dans la... Je veux dire parano, mais je le dis pas en termes négatifs. On a tendance à avoir une vigilance accrue, voilà. Donc je ne comprends pas comment elle fait, cette dame, pour inviter des gens qu'elle connaît à peine à habiter et à partager l'intimité de ses enfants. Ça, c'est un problème pour moi. De deux, on veut tous connaître l'amour, c'est normal, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout pas avec n'importe qui. Il y a aussi une chose que j'ai du mal à comprendre, c'est les appels à répétition au CYFD. Je ne sais pas ce qu'elle a pu leur dire les 4 premières fois pour qu'ils ne réagissent pas. Alors, est-ce qu'elle leur a réellement parlé d'attouchement, de rape, de VIOL? Est-ce qu'elle a camouflé la réalité et est-ce qu'elle a juste survolé les problèmes de couple qu'elle pouvait rencontrer avec ce David? Il y a aussi des questions à se poser par rapport à ça. Quand j'ai découvert que la petite avait une MST, bon, on se doutait que David était sûrement passé par là. J'aime pas dire ça comme ça, mais qu'il était sûrement passé par là, de toutes les façons, vu son passé judiciaire. Mais le fait que la petite ait une MST à 10 ans confirme en fait le fait qu'elle ait eu des rapports, ou qu'on lui ait imposé, des rapports. Et ça m'a foutu en l'air. Franchement, ça m'a foutu en l'air. Pourquoi ? Parce que j'ai imaginé Victoria vivre ça dans sa chambre, en tout cas dans son logement, sans pouvoir le dire à personne. En tout cas, elle n'en a pas parlé à ses grands-parents. Est-ce qu'elle le disait à sa mère? Ça, on ne le saura jamais. Mais à ses grands-parents, à aucun moment, elle leur a parlé de ça. Et j'imagine une petite fille de 10 ans, elle avait 9 ans à l'époque, une petite fille de 9 ans qu'on propulse dans un monde d'adultes. Ça, c'est un truc qui me fout en l'air. Et rien que pour ça, franchement, j'aurais souhaité la prison à vie à cette maman. Et enfin, le fait qu'elle ait laissé sa fille avec une femme qui a été enfermée 10 ans par rapport à des problèmes de drogue et par rapport à une tentative de viol. Mais franchement. En fait, je vous disais dans la vidéo, il n'y a absolument rien qui va, mais là, on est sur la fin et c'est le même constat que j'en fais, il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Donc, j'ai une grosse pensée pour la petite, pour ses grands-parents, mais sincèrement, heureusement que je ne suis pas juge, parce que la Michel, elle serait jamais sortie de prison, je vous le dis. Et ni les autres, hein. Mais Michel, ça aurait été mon target, ma cible principale. Voilà. Bon, voilà, j'ai fini. J'espère n'avoir heurté la sensibilité de personne en donnant cet avis assez rude, je l'admets. Mais voilà, de temps en temps, ça me fait du bien de lâcher la pression et au final, c'est réellement ce que je pense de cette maman, donc je le dis. Voilà, je vous remercie encore une fois. J'espère vous retrouver très très vite et par contre, je vais essayer de choisir une histoire
qui ne parle pas d'enfants parce que je me rends compte que ce sont les histoires qui me mettent dans un mood assez particulier. Ouais, j'ai peut-être besoin de quelque chose de plus léger, je dirais. Merci encore à vous et je vous dis à très très vite. Au revoir.